Hello, bonjour à tous et à toutes. Ça faisait longtemps, pas du tout. Pas du tout. Comment ça, le live YouTube est dead? Comment ça? Parce que moi, je rediffuse ce qu'ils font eux, donc comment ça? Bon, non, 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 mais avant de parler d'F4 espagnol, purée, la qualif de F1! Waouh! C'est quand même, c'est quand même un level au-dessus quand même, hein. Enfin, je sais que je suis très centré sur les formules de promotion, mais purée, la F1, ça offre des trucs, ça offre des émotions. En vrai, j'ai pas osé y croire pour Ocon. Il y avait trop de gens qui amélioraient, puis enfin, la piste avait l'air de s'améliorer aussi, mais déjà quatrième, c'est gigantesque. Oui, il a déjà fait des qualifs aussi incroyables. Bah oui, il y avait la Belgique, il y avait, oui, oui, il a déjà fait des qualifs incroyables, mais waouh! Purée, tout le monde en 2-3 dixièmes, c'est incroyable. Top 5 en 2 dixièmes, quelque chose comme ça. C'est génial. Purée, la F1, c'est quand même un sport assez incroyable quand même. C'est un sport assez incroyable. Alors, je vais faire des petites recherches du coup puisque comment ça est-ce que Arturo, tu peux préciser pour comment ça le live YouTube est dead? Enfin, puisque si le stream cut à un moment, j'aurais l'air fin quoi. J'aurais l'air fin si tu peux préciser ce qu'il se passe avec la F4 espagnole, ça m'arrangerait. Mais du coup, hop, petit passage, hop. On est de retour, donc après cette course, après la course de Formule 2 qui ne s'est pas exactement passée comme prévu, on est de retour du coup pour la Formule 4 espagnole. Euh, Christian O part en pole position, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est nos Français, évidemment. C'est nos Français. Enzo Dellini, deuxième. Meilleure qualification en Formule 4. Bon, sa deuxième manche en F4 espagnol, sa troisième manche en monoplace, mais du coup, meilleure qualification. Donc il a fait le deuxième temps. Il s'élancera aussi deuxième de la course 2 demain matin. Donc voilà, c'est un week-end qui part sur des bonnes bases. Enzo, il avait le rythme pendant les essais, donc on va avoir le plaisir de suivre la voiture aux couleurs Red Bull. On aura le plaisir de le suivre à la deuxième place. On va espérer qu'il puisse remonter au niveau et peut-être aller chercher une première victoire. Un podium déjà, ça serait bien, histoire de marquer des gros points, puisque pour le moment au championnat, c'est vrai qu'il n'est que 11e. Il faut se rappeler ce qu'il s'est passé au premier meeting à Spa-Francorchamps. Euh, En première course, il a fini malheureusement 22e alors qu'il était en bataille pour la 5e place par une erreur de pilotage tout simplement. La pluie est arrivée et il a mal jugé les distances de freinage, etc. Bon, ça arrive, j'ai envie de dire, ça arrive. Ça arrive surtout pour un jeune pilote qui a tout juste fêté ses 15 ans. Deuxième course, très belle remontée, en partant 10e, il finit 4e. Et en course 3, il doit normalement finir 3e quand il se fait accrocher par son compatriote Théophile Naël au dernier virage du dernier tour. Donc ça faisait, il a fini 16e à l'arrivée, alors que voilà, il était 3e en abordant le dernier virage. Théophile Naël, justement, il a fait le quatrième temps durant la séance de qualification, mais malheureusement, il a été pénalisé pour ça. Il a été pénalisé et du coup, il s'élancera de la septième position à cause de ce crash. On voit Enzo Dellini à l'image, la voiture aux couleurs Red Bull. C'est le seul pilote d'ailleurs qui fait partie d'une académie F1, d'un junior team dans le championnat. Donc évidemment, ça fait de lui le pilote numéro un à battre, j'ai envie de dire, surtout pour ses coéquipiers, surtout pour les autres pilotes rookies. Donc voilà, Enzo Dellini qui doit rouler quand même avec une certaine pression quand même, ça veut dire. On descend ensuite la grille, donc on avait Christian Ho en tête, puis Enzo Dellini, Kinu Al-Azari, le pilote émirati, le vainqueur du volant Richard Mille, organisé par Nicolas Todd, organisé par MP Motorsport, etc. Kinu Al-Azari, d'ailleurs, qui avait triomphé d'Evan Gilter. Bon, Kinu Al-Azari avait eu beaucoup plus de tests pour se préparer à ce volant qu'Evan Gilter, mais passons. Donc Ino Alzari qui quand même qui montre vraiment tout son talent, il est actuellement troisième au championnat. Ensuite on a encore son coéquipier chez MP Motorsport, Valerio Rinicella, qui est le favori, qui est l'un des grands favoris au titre, hein, plus haut redoublant. Il avait fini sixième l'an passé, donc évidemment Valerio Rinicella
Il y a vraiment un renouveau italien, j'y reviendrai, mais il y a un renouveau italien qui se passe en formule de promotion, symbolisé par Gabriele Mini, symbolisé par Andrea Kimi Antonelli, symbolisé donc par Valerio Rinicella. En cinquième position, on a le Péruvien Andrés Cardenas. Très, très bonne surprise, premier meeting, vu qu'il vient tout juste d'avoir 15 ans. Comme à peu près 20% des pilotes du monde entier, il est managé par Fernando Alonso. Voilà, en karting, il avait fait plusieurs belles performances. Il avait notamment gagné les FIA Motorsport Games en karting, donc dans la catégorie junior. Donc voilà, il y a quand même un plateau assez sympathique. Il y a aussi donc Théophile Nael, 7ème qu'on n'a pas montré. On voit la grille entière, super. Christian O qui part en pole position devant Enzo Deligny côté français, Kinyo Alazzari, Valerio Rinicella sur la deuxième ligne. On a ensuite Andrés Cardenas et Noah Stromstred qui manque un peu de réalisme en tout cas. Très bons essais, mais malheureusement un peu de difficulté. Théophile Nael, qui est bien français en 7ème position devant 8ème, Pedro Clerot, le leader du championnat. Ensuite, on passe un peu sur la grille. On retrouve notamment 14e Iyu Yamakoshi, le pilote de F4 française. Côté français, on a aussi 18e Pablo Sarrazin, qui avait fait de la F4 France l'an dernier. Luciano Morano chez Saint-Eloc, qui est l'un des coéquipiers de Théophile Nael, qui partira de la 19e position. On retrouve aussi Eric Géné en 20e position, qui est tout simplement le neveu de Marc Géné. 21e Fernando Barrichello, qui est le fils de Rubens Barrichello. On retrouve la 3e Saint-Eloc en 25e position. Et voilà, donc il y a au final 32 pilotes sur cette grille de départ. C'est assez exceptionnel car voilà, pour la première fois, la F4 espagnole est le championnat le plus important en termes de voitures. Il y a même plus de voitures engagées en Espagne, à Botorland-Aragon, que pour la F4 italienne, c'est la première fois que ça arrive que la F4 italienne soit dominée. Donc ça montre que ce championnat est l'un des plus compétitifs, avec des équipes très 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 professionnels comme MP Motorsport, Campos qu'on retrouve en F2, en F3, mais il y a aussi Carlin, il y a aussi Saint-Eloc, il y a aussi d'autres équipes qu'on retrouve dans d'autres championnats comme DriveX, comme GRS, comme beaucoup d'autres équipes comme Monlao qui est l'antenne espagnole de Van Amersfoort Racing. Donc voilà, il y a quand même du beau monde dans ce championnat. Donc on est parti donc pour le tour de formation. Donc merci Eric Hightower pour le follow. Enzo Deligny, il sera facile à reconnaître, c'est la livrée Red Bull, c'est voilà, la même livrée Red Bull que pour tous les pilotes du Red Bull Junior Team. Donc le pilote franco-chinois qui espérera accrocher son premier podium. Hein. On voit aussi Théophile Nael là actuellement à l'image, donc voiture blanche et bleue. Merci Nick ND pour le follow. Donc voilà, Théophile Nael, voiture blanche et bleue. Donc aux couleurs de Saint-Eloc, qui fait une arrivée fracassante quand même hein, dans le monde de la monoplace. Hein. C'est quand même une équipe de GT, c'est quand même une équipe voilà, de rallye, de trophées Andros aussi, et qui découvre la monoplace depuis l'an dernier, et il faut avouer que c'est quand même un franc succès. C'est quand même un franc succès. Ils sont surtout menés par Théophile Nael, voilà, jeune pilote français de 15 ans, très agressif, parfois trop malheureusement, mais avec un énorme talent. Et il l'a prouvé à Spa-Francorchamps, à la fois pour le côté agressif malheureusement, et à la fois pour le côté talent, car il a décroché son premier podium. Saint-Eloc s'affirme un peu comme la troisième force du plateau, troisième ou quatrième, peut-être à égalité avec Carlin, derrière les deux mastodontes que sont MP Motorsport et Campos Racing, qui évoluent dans le championnat depuis de très longues années maintenant, alors que Carlin et Saint-Eloc découvrent le championnat. Carlin évolue en parallèle dans le championnat de F4 britannique, alors que voilà, Saint-Eloc c'est une équipe vraiment toute jeune, et donc ça rend leur performance encore plus remarquable. Donc malheureusement, évidemment, on n'aura pas le bruit des moteurs, puisque évidemment, je prends le stream YouTube du championnat et je le diffuse sur ma chaîne Twitch. Mais évidemment, il y a des commentaires anglais ou espagnols sur le championnat qui sont disponibles. Mais du coup, si j'essaye de mettre le son, ça fera des commentaires en doublon. Enfin bon, ça va être, ça serait pas très agréable en tout cas. Les voitures qui arrivent dans les dernières courbes, les derniers virages, pour se placer sur la grille de départ. Donc on aura Christian Ho côté gauche, voiture blanche, qui est un pilote redoublant,
qui avait fait 13e de F4 espagnol l'an passé. À l'époque, c'était chez MP, maintenant il est passé chez les rivaux de chez Campos. Côté droit, droite de l'écran, gauche de la piste, ça sera Enzo Dellini, la voiture aux couleurs Red Bull. Il sera à l'intérieur pour le virage numéro 1. Mais évidemment sur la partie sale de la piste. Théophile Naël, lui, c'est la 4e voiture, donc bleue et blanche qu'on voit côté gauche de l'écran, côté droite de la piste. Les dernières voitures se positionnent sur la grille de départ et on ne devrait pas tarder à voir, de voir les feux s'allumer avant l'extinction et le départ. 2 feux, 3 feux, 4 feux, 5 feux. Et c'est parti pour cette première course. Il y a des pilotes qui ont calé. C'est un mauvais départ malheureusement pour Enzo Dellini, je pense. Il y a des pilotes qui ont profité à l'intérieur. Attention, ce serait bien. Alors, les images de la F4 espagnole, malheureusement, c'est toujours folklorique. On aimerait bien voir ce qui se passe devant, parce qu'au final, tous les pilotes sont bien partis. Enzo Dellini a bien gardé sa 2e position. Au final, c'était pas évident à conserver. Et il est mis sous pression par Kino Alazari, la voiture blanche et noire de MP Motorsport, soutenue par le volant Richard Mille. Mais derrière c'est Noah Stromstead qui essaye de passer. Voiture 75, voiture blanche sur Kino Alazari. Oh, Noah Stromstead qui pousse Alazari au large. Oh, ça sort très large. Hein. Attention aux track limits évidemment. Le pilote émirati Alazari qui va reprendre à l'intérieur sa 3e position sur Noah Stromstead. Très bon départ de Stromstead. Hein. Il partait 6e. Il a passé plusieurs pilotes au départ, c'est Andrés Cardenas qui a eu plus de mal, il partait 5e, il est déjà descendu au 8e rang. Théophile Naël qui pousse un peu, c'est vrai, Kino Alazari. Théophile Naël, le français, qui prend la 4e position, je pense, hein, car Valerio Rinicella était derrière lui. Valerio Rinicella, donc voiture MP, donc voiture orange. Alors Christian O a pu établir un bon écart hein, sur Enzo Dellini, mais Enzo Dellini a lâché les pilotes derrière lui. On a ensuite Stromstead en 3e position, 4e Naël, Rinicella 5, Alazari 6. Donc il a perdu des plumes hein, quand même dans la bataille. On va essayer de voir si ça se stabilise. Il y a la Carline de Ninovic qui est 7e, le pilote australien. Cardenas est 8e, Carrasquedo 9 chez Campos. Jerónimo Berrio est 10e, le pilote colombien. Pour ceux qui se souviennent, il avait fait la F4 française, il avait fini 6e l'an passé. On voit les pilotes MP Motorsport là, qui sont à la lutte. Je crois que c'est justement Jerónimo Berrio et Pedro Clerot. Pedro Clerot, le leader du championnat. Oh, Alazari qui est en difficulté. Hein. Alazari qui s'est fait passer par la voiture noire de la Carline de Ninovic et qui est maintenant sous pression d'Andrés Cardenas. Ça se demandait s'il n'y a pas un problème sur la voiture d'Alazari. Le vainqueur du volant Richard Mille qui galère un peu en ce début de course. Merci Mike Tem 9 pour... Enfin 9, je sais pas pourquoi j'ai dit 9. Mike Tem 9 pour le follow. Je suis désolé pour les petites coupures de stream, mais c'est pareil pour moi. Donc voilà, c'est pas un problème de connexion, c'est un problème je pense qui vient de... ouais, Kino Alazari 7ème, il a réussi à défendre sur Andrés Cardenas. Beaucoup de jeunesse, hein, évidemment, beaucoup d'inexpérience hein, dans ce plateau. Il y en a beaucoup qui sont juste à leur première saison, qui sont à leur 2e week-end de F4. Évidemment, il y a évidemment des risques de crash, de drapeau jaune, d'erreur, car c'est quand même des pilotes qui sont là pour apprendre. C'est des pilotes qui ont 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans, c'est plus rare, mais globalement, les meilleurs pilotes ont entre 15 et 16 ans. C'est la moyenne. Et oui, vraiment, Théophile Naël a fait un très très bon départ en partant de la 7ème position. Hein. Donc il avait fait 4ème en qualification et avait dû appliquer la pénalité pour son crash avec Enzo Dellini lors de la course précédente à Spa-Francorchamps. Bon, ça s'est un peu calmé, on peut faire un petit point sur le championnat, alors que malheureusement Valerio Rinicella a l'air de revenir sur Théophile Naël. Valerio Rinicella de MP Motorsport. C'est intéressant de voir si Pedro Clerot va pouvoir remonter. Pedro Clerot, c'est le tenant du titre de la F4 brésilienne, et il est seulement 11e. Il a eu des qualifications assez compliquées, et il avait pourtant atomisé la concurrence à Spa-Francorchamps. C'était sur des conditions très changeantes, il y a eu pas mal de chance, c'est vrai, alors que là on voit les deux Carlines, si je dis non, c'est Noah Lyle en bataille avec pardon, c'est Kino Alazari sur Alex Ninovic. Malheureusement les couleurs font que c'est assez difficile de différencier les voitures. Kino Alazari qui se démène hein, face à Alex Ninovic, donc il a repris la 6ème position, mais pour combien de temps?
pour combien de temps, car Ninovic a l'air vraiment très proche, et malheureusement Rinicella qui va essayer d'attaquer sur Naël, Naël qui garde l'intérieur, Naël voiture blanche et bleue, le numéro 4. Malheureusement Rinicella a l'air vraiment dangereux, alors on préfère nous montrer Christian Ho, c'est bien, il est en tête, très bien, on aimerait bien voir la bataille pour la 4ème place entre Naël et Rinicella. Alors c'est peut-être... Allez, malheureusement Rinicella est passé, on nous l'a pas montré. On nous l'a pas montré, mais le pilote italien est passé sur le français. Le français qui va essayer de répliquer. Et Al-Azhari a réussi à se détacher. Il a réussi à se détacher du groupe Cardenas-Ninovic et essaye de revenir sur Rinicella et Naël. Kino Al-Azhari qui a eu un début de course vraiment très compliqué, hein. Il partait troisième, le pilote rookie, protégé évidemment de Nicolas Todd, donc entre de très bonnes mains, mais il doit encore apprendre, beaucoup évidemment. Un petit point sur la tête de course, on a Christian Ho qui n'arrive pas vraiment à creuser l'écart vraiment sur Enzo Dellini qui est dans le rythme, hein, du pilote de Singapour, lui aussi managé par Nicolas Todd, hein. Vraiment Nicolas Todd, voilà, il a ses pilotes un peu partout. Alors qu'on voit voilà, la bataille pour la 4ème place, et malheureusement c'est vrai que Kino Al-Azhari a débloqué un truc, hein. Il a trouvé un truc, et malheureusement il met la pression sur Théophile Naël. Donc en 7ème, derrière ce trio, on a Andrés Cardenas, puis ensuite 8ème voiture noire Ninovic qui est sous pression de Jesse Carrasquedo, 10ème Matteo De Palo, et je suis désolé pour la coupure. Alors on va essayer de retrouver le bon moment. Je crois que c'était ça la coupure dont me parlait l'abonné au début du live. Qu'est-ce qu'on se marre quand même. Désolé pour le contretemps, mais en tout cas c'est un bon début de course. Je vais essayer de trouver la parade. Mais en tout cas c'est un très bon début de course d'Enzo Dellini, pardon, très solide. Très solide, surtout il arrive à être dans le rythme. Alors, on revient tout de suite, hein, on revient tout de suite, mais voilà, petit problème technique qui vient d'eux, ils ont voulu arrêter le stream. Euh, mais du coup, oui, c'était bien. On avait été prévenu par Arturo 7589 qui avait vu juste, il allait avoir un problème dans le stream. Il avait vu juste, c'est vrai. Ah, on- je bosse dessus, vous en faites pas, je bosse dessus. Donc on a pour l'instant Christian Ho, pilote de Singapour, qui est quand même l'une des grosses surprises. Je ne l'attendais pas à un niveau aussi élevé, je vais pas vous le cacher, mais pour l'instant il tient pour la tête de la course. J'essaye de trouver le bon moment. Alors malheureusement c'est vrai que, bon écoutez, je vais remettre le stream. Voilà, on est de retour. Cristiano est toujours en tête devant Enzo Deini, Noah Sontrel, Valerio Rinicella. Malheureusement, entre-temps, Kino Al-Azhari a passé Théophile Naël. Andrés Cardenas est 7ème, Matteo De Palo 8ème, autre pilote italien qui avait fait un premier meeting à Spa-Francorchamps excellent, excellent tout simplement. Il avait remporté sa première victoire alors que c'était un pilote rookie. Ensuite, on a 9ème Jesse Carrasquedo de Mexique qui est un protégé de Sergio Pérez. 10ème, on a Iyu Yamakoshi qui pour l'instant complète les points, et c'est compliqué pour le leader du championnat, Pedro Clerot, qui va rester leader du championnat car il avait vraiment une avance monstrueuse, hein. Il avait gagné 2 courses et il avait fini deuxième de la 3ème course à Spa-Francorchamps, donc il a une large avance, il peut se le permettre. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué pour le Brésilien qui perd à nouveau une place. Ninovic, alors il a dû se passer un petit accrochage malheureusement qu'on n'a pas vu. Et voilà, bon, écoutez, c'est les soucis quand même de la F4 espagnole. Le stream n'est pas toujours très efficace quand même. Euh, et on voit devant la bataille pour la 3ème place Valerio Rinicella qui va essayer d'attaquer Noah Stromstred. Deux très grands favoris au titre. L'un est chez Campos, voiture blanche, l'un est chez MP, voiture orange. Les deux ont connu un début de saison assez mitigé.
assez bon, mais malheureusement il a manqué d'un truc. Alors Noah Stanfred essaye de défendre l'intérieur, Rinicella qui va essayer de persévérer sur l'extérieur, il a petit travers et Rinicella qui part au large. Ça va donner un peu de répit au pilote danois. Le pilote danois, Noah Stanfred, si vous suivez mon Twitter depuis quelques temps, vous avez déjà dû en entendre parler, il avait impressionné tout le monde en F4 danoise, où il avait roulé sur la concurrence, vraiment littéralement, c'était assez impressionnant. Et c'est un pilote qui a fait très peu de karting à l'international et qui a toujours testé, en fait, testé en voiture, enfin avec des Formule 4, et qui du coup avait claqué la pole dès son premier week-end de F4 espagnol, c'était en fin d'année dernière, dès qu'il avait eu 15 ans. Il avait battu notamment Tsoloff, Barter, qui sont aujourd'hui en Formule 3, et malheureusement ça avait été plus compliqué en course pour Noah Stanfred puisque il avait beaucoup testé mais seul. Il avait beaucoup testé seul et il savait pas comment se débrouiller vraiment pour les départs. Il savait pas comment se débrouiller pour la bataille roue contre d'autres pilotes et ça avait été assez compliqué en course. Là, il semble avoir trouvé un intermédiaire. Et oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Hein. Enzo Dellini qui s'est rapproché de Christian Ho, il est dans la seconde. Malheureusement, en F4, pas de DRS, pas de push to pass non plus. Ça va. Il faut espérer qu'avec l'aspiration, il puisse revenir. Il puisse revenir, mais en tout cas, Cristiano a quand même une avance assez solide. On voit le coup du dragon un peu. En tout cas, il essaye de se dégaler Christian Ho pour que son coéquipier, son très jeune coéquipier, ait le moins d'aspiration possible. Mais en tout cas, ça va être difficile pour Enzo Deini pour chercher vraiment la victoire. On va voir après sur la dégradation pneumatique. Motorland Aragon, c'est un circuit assez demandant côté pneumatique, tout simplement. Et malheureusement, sur ce côté-là, Cristiano a probablement un avantage supplémentaire sur Enzo Dellini. Là, Enzo Dellini est le leader chez les rookies. Le deuxième rookie, c'est Alazari qui est cinquième. Les autres pilotes expérimentés, donc Christian Ho, Valerio Rinicella, ils en sont à leur deuxième saison. Noah Stanfred, il a déjà 7 meetings de F4, enfin 8 meetings de F4 derrière lui. Pour Enzo Dellini va devoir bien gérer la composante pneumatique, ne pas trop attaquer. Puisque voilà, pour l'instant, deuxième, 18 points, il a pour l'instant le meilleur tour, donc ça serait des très 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 gros points, ça lancerait véritablement sa saison. Ça a été assez frustrant hein, quand même Spa-Francorchamps, car on voyait que le rythme était là, mais voilà, pour des raisons diverses et variées, ça n'a pas pu se concrétiser. Par contre, vraiment, on voit que le duo Christian Ho, Enzo Dellini a creusé l'écart sur Noah Stanfred, alors qu'on voit la bataille entre Théophile Nael et Andrés Cardenas. Malheureusement, Théophile Nael, il avait fait un très bon départ, très très bon départ, il avait gagné plusieurs positions et semblait même se battre pour le podium à un moment. Et là, ça dégringole un peu plus, donc il est actuellement sixième. Alors, petite éclaircissement, donc il court sous licence espagnole pour des raisons simplement administratives, car l'an dernier, quand il avait commencé la F4 en cours d'année, il avait dû prendre la licence espagnole, car il était trop jeune pour prendre la licence française. Voilà. Comment ça, belle victoire d'Enzo? Je suis sûr tu trolls. Je suis sûr tu trolls. Mais pas de spoil, hein, les gens, s'il vous plaît. Mais je pense que tu trolls. En tout cas, j'ai envie de me dire que tu trolls. Euh, donc voilà, pour l'instant Enzo Deini qui est deuxième. Oui, voilà, pour en revenir à Théophile Nael, sixième, donc il est sous licence espagnole, mais il est bien évidemment sous nationalité française. Sur sa voiture, drapeau français, sur son casque même, il y a le drapeau français. Voilà, Théophile Nael, il est bien entendu français. C'est un peu comme Oscar Piastri qui avait gagné la Formule Renault en étant sous licence britannique. Il n'en reste pas moins un pilote australien. Voilà, donc. Voilà, mais malheureusement pour Théophile Nael, c'est peut-être le fait d'être c'est peut-être le fait d'être sous licence espagnole. Euh, c'est évidemment faux, hein, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour Théophile Nael, qui est sous pression d'Andrés Cardenas, qui est très jeune, hein, vraiment très très jeune, protégé de Fernando Alonso, chez Campos, voiture blanche. Donc Campos qui a évidemment euh, plus de plus d'expérience, plus de data, beaucoup plus de pilotes engagés comparé à Saint-Éloque qui est encore très 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 jeune, qui fait sa première saison complète en F4. Oui, attention aux pénalités de track limit, je suis totalement d'accord. Hein. Enzo Deini qui revient à 5 dixièmes
Là, ça peut commencer à devenir intéressant. Il reste 8 minutes, il y a totalement la place pour faire un dépassement. Il est tout proche, il est proche Enzo Dell'Igny, il est proche. Il est proche. Vraiment, le secteur purple, je sais pas si tu trolls ou pas, c'est horrible. C'est horrible. Mais en tout cas, Enzo Dell'Igny est bien revenu. Il est bien revenu. Maintenant, le problème, c'est qu'il est dans une partie sinueuse. Mais je sais que la course est finie, mais je diffuse la course en décalé. Et il y a une vingtaine de spectateurs qui sont avec moi, puisqu'on voulait regarder la qualif de F1 avant ça. On est dans le garage Saint-Éloque, tiens. Petite caméra dans le garage Saint-Éloque. Évidemment, ça doit être assez stressé. Ça doit être assez stressant hein, quand même. Théophile 6ème, qui est quand même parti pour inscrire de gros points en tout cas. Vraiment, le secteur purple, je sais pas, ou soit tu trolls, ou soit t'as fait un énorme spoil. De toute façon, on va le voir, on aura la réponse dans 8 minutes, un peu plus de 8 minutes. Là, il y a une bataille entre les Campos de Matteo de Palo et Jesse Carrasquedo, c'est pour la 8ème place. Et Carrasquedo, qui en est à sa même 4ème saison de F4, qui met la pression à son jeune coéquipier italien de 15 ans. Carrasquedo qui avait eu des problèmes de santé, hein, ce qui explique le fait qu'il ait fait beaucoup de saisons partielles, mais ses problèmes de santé sont fort heureusement derrière lui, donc protégé de Sergio Pérez, qui essaye de trouver la faille sur Matteo De Palo. Il essaye de trouver la faille. Attention entre coéquipiers à pas s'accrocher, c'est certes pas des gros points. Alors qu'on a Fernando Barrichello qui est entré dans les stands. Hein. C'est compliqué hein, pour les fils de pilotes, c'est assez compliqué. Hein. Malheureusement, on a Eric Genet qui est 21ème, Pablo Sarrazin 22ème, Fernando Barrichello 27ème. Alors certes, ils ne sont pas dans les meilleures équipes, mais ça n'excuse pas tout, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a certains de leurs coéquipiers qui sont bien mieux placés. Comme par exemple voilà, Yamakoshi, c'est le coéquipier de Genet et il est dans les points. Voilà, il y a Ricardo Gracia, 16ème, qui est coéquipier de Sarrazin et Barrichello et qui est 16ème. Enfin, qui est 16ème, je me suis un peu répété. Enzo Dell'Igny qui est à 4 dixièmes. Alors, la bataille pour la 8ème place, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur la bataille pour la victoire. Enzo Dell'Igny qui est pour l'instant 2ème avec le meilleur tour. Mais oui, pour revenir sur le message de Tonton Saddam, les track limits, c'est un sujet extrêmement important, extrêmement épineux aussi. Alors qu'on voit malheureusement Fernando Barrichello sortir de sa voiture. Les track limits, c'est vraiment très très important. Il y a eu une 20, 25, peut-être même 30 pilotes qui ont vu certains de leurs tours annulés pour track limits. Alors qu'on nous montre, donc en qualification, on nous montre Enzo Dell'Igny qui se fait pressant sur Christian O. Attention à pas trop taper dans les gommes. Attention à pas trop taper dans les gommes. Puisque là vraiment on arrive dans les derniers tours. Hein. Le tour fait 2 minutes, donc on devrait avoir à peu près 3-4 tours. Devant nous, c'est pas non plus beaucoup. Va falloir qu'Enzo Dell'Igny prépare bien son dépassement sans trop en faire. Surtout là, vraiment, là c'est des gros points déjà. 2ème avec un podium, pas trop en faire, surtout avec son coéquipier. Il est rapide Enzo Dell'Igny, hein, qui est pour l'instant en train de mener aussi la catégorie rookie. Sur ce côté-là, il n'est pas très inquiété. Allez, plus que 5 minutes, Christian O qui a repris un peu de marge. Il a repris un peu d'écart, en tout cas visuellement parlant. La tension commence à monter hein, dans les différents garages, ça se voit. J'imagine même pas la tension que ça doit être chez Campos qui occupe les 3 premières places du classement et qui a 2 pilotes qui se battent pour la victoire. On a encore Christian O qui attaque beaucoup quand même, qui est bien au-delà des track limits. Je sais pas si, enfin voilà, au niveau des avertissements, à un moment va falloir, voilà, en tout cas, alors qu'on a vu Enzo Dell'Igny lui suivre. Oui, Enzo Dell'Igny est beaucoup plus dans les limites. D'ailleurs, Enzo Dell'Igny faisait partie des rares pilotes à ne pas avoir vu de temps annulé pour track limits lors des qualifications de cet après-midi. Enzo Dell'Igny qui se montre dans les rétros, il est quand même bien trop loin pour faire une attaque. Mais là, vraiment, que cette course est importante pour Campos. À Spa-Francorchamps, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. C'est vraiment MP qui a dominé avec Pedro Clerot, avec Valerio Rinicella. Ça a été assez compliqué
Campos, on rappelle, c'est l'équipe tenante du titre, hein, avec Hugh Barter, avec Nicolas Tsoloff, évidemment, le champion. Donc là, il fallait réagir face à l'équipe rivale. Face à l'équipe rivale. On a toujours la bataille pour la 8ème place entre Matteo De Palo, Jesse Carrasquedo, l'Italien et le Mexicain pour la 8ème place. Et franchement, il faut souligner aussi la 10ème place pour un provisoire, hein, d'Yu Yamakoshi, le pilote japonais qu'on a en F4 France, qui s'exporte bien à l'étranger. Alors il est chez Technicar, qui est l'équipe B de Campos, qui a un support technique assez accru. Donc voilà, c'est une belle performance, en tout cas pour l'instant, du japonais, qui est dans le top 5 en Formule 4 française, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a Théo Finael qui arrive bien à résister face à Andrés Cardenas, mais il n'arrive pas à vraiment inquiéter devant. Il n'arrive pas à inquiéter Kino Alazari qui se dirige vers un top 5. Franchement, c'est Campos qui nous divertit, hein, sur cette course, avec Cristiano et Enzo Dellini qui repasse à 7 dixièmes, 8 dixièmes et demi. Ça commence à être un peu beaucoup, malheureusement. Il reste 2 minutes 30. Il reste 2 minutes 30, donc ça commence à être assez compliqué là pour Enzo Dellini. Andrés Cardenas, 7ème, Matteo De Palo, 8ème, Carrasquedo, 9ème. Alors pour l'instant, il y a les 6 Campos dans le top 9. Et on a même l'équipe B qui est 10ème avec Yamakoshi, Technicar. Donc ouais, là Campos est vraiment de retour aux affaires, hein, après un premier week-end compliqué. Enzo Dellini qui repasse au-dessus de la seconde. Est-ce que la dégradation pneumatique commence à faire effet? On va voir, il reste 2 minutes plus un tour. Donc il y a encore du temps. Il y a encore du temps. En tout cas, Noah Stansen n'arrive pas à revenir, hein. Ça, c'est en tout cas très positif pour Enzo Dellini, pour le pilote Red Bull Junior. Mais c'est quand même divertissant, la F4 espagnole. Il y a quand même des belles actions, il y a quand même des beaux dépassements, il y a du suspense, il y a des pilotes différents qui gagnent, etc. C'est quand même un championnat qui est vraiment en pleine émergence et qui est en train de vraiment concurrencer sérieusement la F4 italienne qui a longtemps fait office de référence et maintenant c'est plus aussi évident qu'avant, quoi. C'est plus aussi évident qu'avant. Allez, on attaque l'avant-dernier tour, hein. 1 minute 11 plus un tour, on attaque l'avant-dernier tour. Enzo Dellini qui repasse en dessous de la seconde. Il va peut-être devoir se contenter des 19 points. De la deuxième place et du meilleur tour. Et Kino Alazari au ralenti. Kino Alazari au ralenti, ça c'est... On dirait un problème mécanique. Comme ça, on dirait un problème mécanique, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts. Il faudrait voir l'autre côté de la voiture. Et pour taper les murs, il faut quand même aller loin. Donc Kino Alazari qui va abandonner. Il sort des points. Alors la voiture, ce serait bien de mettre le frein à main. Oui. Théo Finael qui va monter au 5ème rang. Théo Finael, le français, qui monte au 5ème rang. Alors pour Saint-Éloque, c'est positif, mais en fait j'ai du mal à voir où est positionnée la voiture, mais c'est vrai qu'on pourrait finir la course sous safety car. Peut-être qu'ils mettront juste des drapeaux jaunes à Spa-Francorchamps et ils faisaient ça. Donc c'est envisageable. Enzo Dellini qui est toujours dans la seconde. Il n'y a pas de safety car, hein, pour le moment. Ouais, non, faut pas tenter un dépassement kamikaze pour passer, hein. Allez, le temps est écoulé. Le temps est écoulé, on est passé à 0 secondes. On va bientôt attaquer le dernier tour. Les caméras, quand même, la réalisation est quand même assez aléatoire, hein, j'ai envie de dire. Allez, on attaque. On attaque le dernier tour. Enzo Dellini qui est revenu à 8 dixièmes, hein, mais ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué d'attaquer. Christian O qui est pour l'instant premier. On a pour l'instant un podium 100% Campos. Théo Finael est 5ème pour le moment. Le leader du championnat Pedro Clerot est seulement 10ème. Alors que Carrasquedo a finalement trouvé la faille. A priori, on ne l'a pas vu, mais le Mexicain a trouvé la faille sur son coéquipier Matteo De Palo pour la 7ème position. Il se battait pour la 8ème, mais il y a eu l'abandon, problème mécanique pour Kino Alazari. La réalisation reste meilleure que l'Africa la semaine dernière. Oui, alors l'Africa la semaine dernière c'était quelque chose, mais c'est pas vraiment de leur faute, ils géraient pas la réalisation malheureusement. C'était pour des courses de voitures historiques, ils n'avaient pas vraiment prévu de diffuser, c'est un peu fait à la dernière minute, donc on peut les excuser. Cristiano qui attaque beaucoup, hein. Lui aussi, hein, je pense que ses pneus doivent commencer vraiment
à tomber en performance et en adhérence surtout. Les pilotes qui tardent à émerger de la colline, et voilà, Christian Ho, Enzo Dellini. Ah. Alors, en tout cas, je pense Enzo Dellini ne pourra pas s'en vouloir. Il n'y a pas eu vraiment d'opportunité franche de dépassement. Mais en tout cas, course très très solide du pilote singapourien et du pilote français qui va marquer des gros points, qui va marquer des très gros points là quand même. Et qui va enfin lancer son championnat. Voilà, P2 plus meilleur tour, on prend. Hein, on prend 19 points. Voilà, ça serait déjà plus que son week-end de Spa. Ce serait même presque limite le double du week-end de Spa. On attaque maintenant la dernière épingle, un peu le dernier endroit pour dépasser, mais évidemment Enzo Dellini reste derrière, hein. Évidemment à une seconde il va pas aller tenter le diable. Christian Ho qui fait la dernière accélération et qui va passer sur la ligne d'arrivée devant Enzo Dellini. La victoire de Christian Ho devant Enzo Dellini. Enzo Dellini a gagné. Attendez, pénalité? Pénalité pour Christian Ho? Pénalité pour Track Limits? C'est exceptionnel! Première victoire d'Enzo Dellini en monoplace. Mais oui, c'est la pénalité pour Track Limits. Et d'ailleurs, on s'était fait la remarque. On s'était fait la remarque pendant le live que Christian Ho était était au-delà des track limits et que les commissaires... C'est incroyable, Enzo Dellini, vainqueur de sa première course en Formule 4. Le pilote Red Bull Junior, c'est génial, c'est excellent, voilà. Et en plus avec le meilleur tour en prime, c'est excellent de la part du pilote français qui a fait une course très propre, qui avait un rythme vraiment très fort. Alors certes, je pense qu'il aurait voulu avoir la victoire sur la piste. Peut-être qu'il l'aura, par exemple, à la course d'après. Hein. Il partira deuxième pour la course 2. Mais Enzo Dellini, voilà, le pilote Red Bull qui remporte sa première victoire, aidé par... lui, il a réussi à rester sur la piste. Voilà, on l'avait dit en qualification déjà, c'était l'un des seuls pilotes qui n'avait pas vu ses temps au tour annulés pour Track Limits, alors que Christian Ho en faisait partie. Et malheureusement, en course, Christian Ho n'a pas retenu la leçon. Pénalité de 2 secondes pour Track Limits, pour Christian Ho. Christian Ho qui perd la victoire sur une pénalité. Et Enzo Dellini qui nous offre la première victoire. Bon, ça compense. Ok, ça compense un peu pour les malheurs d'Isaac Hadjar. Un autre Français triomphe. Un autre pilote Red Bull Junior triomphe. Mais voilà, première victoire d'Enzo Dellini. Il va en être très très fier de celle-là. Il va en être très très fier. Et bah du coup le secteur Purple, vraiment jusqu'au bout du bout, j'ai pensé que tu trollais. Et bon finalement tu ne trollais pas. Mais du coup oui, je regardais en différé, j'avais un peu expliqué. Et voilà, on montre à Cristiano le panneau 2. Alors oui, il doit y avoir de la déception. T'es parti avant le départ, bah t'as raté. La victoire d'Enzo Dellini qui va sortir de sa voiture triomphant. Voilà, première victoire du pilote français. Quel doit faire du bien après le week-end compliqué de Spa-Francorchamps. Ça franchement, énormément de positifs à tirer de cette course. Au niveau de la gestion pneumatique aussi, hein, vraiment, on a vu qu'il savait tenir toute la distance, hein, clairement. À Cristiano qui est félicité chez Campos, mais qui est vraiment désemparé. Il pensait la tenir dans sa première victoire en Formule 4. Mais montrez-nous Enzo Dellini, on veut voir Enzo Dellini. Exceptionnel, exceptionnel. Enzo Dellini, voilà, qui sort de sa voiture et qui va pouvoir célébrer sa première victoire en Formule 4. À l'âge de 15 ans, le pilote Red Bull Junior triomphe en Formule 4. Il est félicité évidemment par Lorenzo Travisanuto, son coach, et par Arnaud Dellini, son papa. C'est des images qui font plaisir à voir. Mais oui, voilà, Enzo Dellini qui est félicité par tout le monde, par ses coéquipiers, par Campos, évidemment. Chez Campos, c'est la fête. C'est la fête, hein. Podium 100% Campos. Bravo à Campos, à l'équipe espagnole qui s'est remis dans le bon sens de la marche. Noah Stomstred 3ème.
c'est un podium un peu amer, je pense, pour le Danois qui qui en aurait voulu plus. Et surtout, on l'a pas vu capable de rivaliser au Christian Ho et Enzo Dell'Igny, le Singapourien et le Franco-chinois qui ont volé, hein, qui ont volé en tête. Et Enzo Deni a juste dû mettre la bonne pression à Christian Ho, le forcer à l'erreur, le forcer à aller au-delà des track limits. Les commissaires avaient répété durant tout le week-end à quel point il serait intransigeant sur les track limits. Et ben ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Alors on revoit les highlights. Et aussi, je pense qu'on va pouvoir passer incessamment sous peu à la course d'Eurocup 3, car Esteban Masson part en deuxième position. Le pilote français qui va peut-être enfin lancer sa saison, comme Enzo Dell'Igny, hein, il avait eu, donc il part deuxième, et il avait eu un premier week-end à Spa assez compliqué. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très content, surtout après la journée, après la course de F2 qui avait été si décevante, si décevante, hein, je veux dire. Ah, je vois qu'on a des fans démarrent dans 30 secondes. Alors, alors, attendez, attendez. Ah, allez, 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 allez. Le double écran, ça consomme de l'énergie quand même, hein. Ça consomme de l'énergie. Allez. Alors, on va mettre. Ah là là, c'est parti à l'instant. Bon. Esteban Masson qui est voiture blanche, casque jaune. On va essayer de prendre le relais, de voir ce qu'il se passe. Alors des petits problèmes de stream évidemment, puisque ça reste les mêmes diffuseurs que la F4 espagnole. On va essayer de voir, mais c'est Tassanapol Intrapufasak, le pilote thaïlandais qui est resté en tête. Voiture blanche, donc coéquipier chez Campos. Voilà, donc Esteban Masson, voiture neuve, casque jaune. Il a gardé sa deuxième position. On pouvait, malheureusement, il n'a pas réussi à prendre le meilleur sur le pilote thaïlandais. Maintenant, est-ce qu'il peut faire pareil qu'Enzo Dell'Igny? Est-ce que Esteban Masson peut reproduire la même performance? Pas forcément dépasser sur la piste, mais quand même gagner en mettant la bonne pression. Alors on a ensuite alors beaucoup moins de voitures hein, qu'en F4 espagnol, vous l'aurez remarqué. Mais pour l'instant, car ça reste un championnat très jeune, hein, qui en est à son deuxième meeting dans son existence, mais il y a quand même MP, il y a Campos et Esteban Masson, deuxième, qui pour l'instant ferait son premier podium depuis un an et demi. Depuis un an et demi, malheureusement, il n'a pas eu de podium depuis la F4 française en 2021, depuis son titre. Euh, mais Esteban Masson, je pense qu'il s'en fiche un peu du podium. Il veut la victoire, il veut chercher la victoire, il veut chercher le titre cette année. Il doit absolument relancer sa carrière après une année Freca très compliquée où il est, malgré le fait d'être passé dans les meilleures équipes comme Art Grand Prix, ça n'a pas du tout performé. Donc Esteban Masson, là, il se relance pour un nouveau challenge dans un autre championnat et il se doit de jouer le titre, il se doit de gagner les courses. Et ça doit commencer maintenant. Esteban Masson qui est deuxième et qui suit à la trace son coéquipier Tassanapol Intrapufasak qui essaye de casser l'aspiration, le pilote thaïlandais, à son coéquipier français. Derrière on a Sébastien Ogarde, ou attention derrière ça se bat entre William Carlson, Souleymane Zanfari pour l'avant-dernière place, hein, enfin pour la dernière place, c'est selon Souleymane Zanfari, le pilote marocain qui prend le meilleur sur le pilote suédois, où la sortie de virage est compliquée pour le Marocain Zanfari. Voilà, les caméras purée, ça va avoir le mal de mer, hein, je vous le jure. Alors beaucoup de... Oui, toujours à la lutte, puis les pilotes 11e et 12e, et William Carlson est repassé devant. Souleymane Zanfari qui revient de très très loin, hein, donc qui a eu un podium évidemment très chanceux à Spa-Francorchamps, mais qui a été gravement malade hein, en fin d'année dernière. C'est ce qui l'avait empêché de participer à la fin de saison de F4 espagnol, mais il avait fini 7ème au championnat malgré cela. Donc voilà, Souleymane Zanfari malheureusement qui occupe pour l'instant la dernière position. On espère que c'est provisoire et qu'il saura remonter. Souleymane Zanfari qui roule chez Campos, voiture blanche comme Intrapufasak, comme Esteban Masson. Esteban Masson qui a un peu du mal à suivre, hein, qui a un peu du mal à suivre malheureusement le pilote thaïlandais.
Pour ceux qui arrivent seulement maintenant dans le live, pour la F4 espagnole, on peut vous dire que Enzo Dellini a remporté sa première course. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a pu vivre la première victoire d'Enzo Dellini qui s'est décidé juste après la ligne d'arrivée, à la faveur de la pénalité de 2 secondes de Christian Ho pour Track Limits. L'Eurocup 3, c'est quel type de spec? Le châssis ressemble plus à de la F3 que de la F4. Et bah c'est l'Eurocup 3, donc c'est de la F3. Alors c'est de la F3, en fait c'est le même châssis qui est utilisé en formule régionale, donc en FRECA, et dans les formules régionales du monde entier, mais avec un kit aérodynamique mis à jour, fait par Tatus, et qui offre bien plus de satisfaction, et qui offre bien plus de dépassement comparé à la FRECA. Voilà, faut pas se le cacher. Alors que là, Nick Gilks chez DriveX est à la bataille avec Pingasoft chez Palou Motorsport. Palou Motorsport qui est dirigé par Alex Palau, le pilote d'IndyCar. Le pilote d'IndyCar, Paulman, hein, Paulman des 500 mètres d'Indianapolis. Donc je pense qu'il ne regarde peut-être pas forcément la course et qu'il ne doit pas être dans le paddock, Alex Palau. Peut-être qu'il regarde la course depuis Indianapolis. En tout cas, voilà, on suivra premier poleman espagnol de l'histoire des 500 mètres d'Indianapolis. Il a donc lancé son équipe en Eurocup 3. Oh, le gros blocage de roue de Tassanapol Intrapufazak. C'est resté dans la piste. On revoit le départ qu'on avait un peu loupé. Ouais, Intrapufazak qui a vraiment défendu l'intérieur et Masson a dû se résoudre à garder la deuxième position. Derrière, on avait Sébastien Hogard chez MP Motorsport qui a essayé de prendre le meilleur, qui allait un peu au large quand même. Ah, mais en fait, les 3 premiers sont assez espacés, hein, finalement. Les 3 premiers sont assez loin. Alors, du coup, pour revenir sur la voiture de l'Eurocup 3, c'est, en tout cas selon les pilotes, une voiture vraiment qui génère énormément de traînées en ligne droite, ce qui fait que avec l'aspiration, on peut facilement revenir sur les pilotes de devant. Et en plus, ça ne génère pas trop de dirty air, donc d'air sale, dans les parties techniques. Voilà, ça c'est ce que disent, en tout cas c'est ce qu'on dit les pilotes à Spa-Francorchamps. On voit des dépassements, on voit que c'est assez serré en piste, mais les 3 premiers, ils ont l'air d'avoir creusé des écarts. Donc voilà, on a pour l'instant Intrapufazak en tête, devant Masson, Hogard, Javier Sagrera, Bruno Del Pino, Francesco Braschi, le leader du championnat, seulement 6ème. Seulement 6ème et qui va essayer d'attaquer Del Pino, qui va essayer d'attaquer Sagrera. Et voilà, l'Eurocup 3 dans toute sa splendeur. Attention à 3 de front, ça va pas passer, ça va partir au là. Personne n'a pris le virage. Oh, les retours en piste, mais bon sang. Bon sang, et c'est Francesco Braschi qui a tiré les marrons du feu, mais peut-être pas pour longtemps, car on est encore sur une ligne droite. Oh, attention, les zigzags. Oh, les zigzags, mais purée, c'est exceptionnel. Et Braschi, non, qui arrive à tenir. Il y a un contact. C'est parti. C'est parti pour Javier Sagrera, le pilote espagnol de chez Palou Motorsport. Ah, mais je vous l'avais dit, vraiment, parfaite illustration de ce que je disais sur la voiture de l'Eurocup 3. Voilà, en fin de ligne droite, on peut vraiment revenir. Dépasser et faire du 3 de front. Et malheureusement, bah, il n'y a quand même aucun pilote qui a pris le virage. Hein. C'est à souligner quand même. Je ne sais pas s'il y aura des pénalités pour ça, mais c'est dur pour. On revoit l'action, mais c'est difficile de voir de 7 ans, mais comme ça, on a l'impression que Francesco Braschi, qui est à l'intérieur, pousse tout le monde et ne prend pas son virage. Et là, c'est le contact entre Garfias et Javier Sagrera qui envoie le pilote de Palau Motorsport dans le bas-côté. Mais la bataille continue pour la 5ème place, si je dis pas de bêtises, entre Bruno Del Pino et José Garfias, donc pilote espagnol, pilote mexicain. Et Francesco Braschi, il s'en tire bien. Donc c'est un peu lui qui a provoqué tout ça, mais en attendant, bah, il est 4ème et il a doublé tout ce petit monde. Bon, je sais pas s'il y aura une enquête, ça vaut peut-être le coup. Ça serait plus intéressant à voir avec les on-board, mais les on-board, de toute façon, c'est que les commissaires qui y ont accès, et les ingénieurs, les équipes, les pilotes, évidemment. J'essaie de voir sur la ligne droite. Non, pour une fois, ça tente. C'est Nick Gilks, le pilote canadien, qui prend le meilleur. Je crois que c'est pour la 8ème place. Je sais pas pourquoi le classement est parti.
Mais Nick Gilks a pris le meilleur sur le pilote MP Motorsport. Très frustré, hein, très frustré des qualifications, le Canadien. D'ailleurs, pourquoi le public n'a pas le droit aux on-board? En soi, je pense pas qu'ils aient pas le droit. C'est parce que ce serait trop compliqué à mettre en place, je pense. Déjà, tu vois, quand il galère déjà à mettre plusieurs caméras et à tout suivre, à suivre tous les dépassements, c'est assez compliqué quand même. On l'a vu pour la F4 espagnole, on l'a vu pour l'Eurocup 3. Si en plus il fallait mettre des on-board, je sais pas, mais il y a des on-board, hein, pour la F4. On l'a très bien vu d'ailleurs au Grand Prix Explorer. On avait les on-board diffusés parce que là, il y avait des moyens mis en place. Alors que là, c'est Miron Pingasov qui reprend le meilleur, qui prend le meilleur sur la MP Motorsport de Sébastien Gravlund. Bon, c'est les dernières positions. Et nouvelle bataille, ça c'est pour la 5ème place entre Del Pino et Garfias. Il y a beaucoup d'actions. On aimerait bien en voir plus en tête, mais malheureusement, Esteban Masson, qu'on vient de voir passer à l'image, voiture blanche, casque jaune, n'arrive pas à revenir sur Intra Poufasa qui a en plus le meilleur tour. Mais il y a de l'action derrière, il y a de l'action. Donc oui, je pense le public n'a pas le droit aux on-boards pour question de budget, pour question de... Voilà, c'est réalisable, mais ça demanderait des budgets qui en valent pas forcément la peine, je pense. Alors qu'au Grand Prix Explorer, il y a les moyens qui sont mis pour faire un événement exceptionnel, quoi. On revoit, on revoit la manœuvre de Miron Pingasov. Perso, j'avais dit qu'il fallait garder une Trapouvazak à l'œil, donc je suis content là. Bah ouais, non, bien vu, il garde très bien sa position et il paraît bien parti pour une première victoire. C'est intéressant parce que pour ceux qui suivent un peu la F4, Tassanapol Intrapoufazak, c'est une énigme. C'est vraiment le gars qui performe de fou, vraiment qui gagne, qui même domine le premier week-end de la saison en F4, espagnol, britannique, etc. Émirati aussi. Et ensuite, il disparaît et on ne le voit plus le reste de l'année. Mais il a quand même 1-2 victoires durant la saison grâce au premier round, mais après il disparaît. Là, au premier round, en Eurocup 3, on l'a pas vu. Donc je me suis dit, ah, pas bon signe, on va pas le voir du tout de l'année. Bon, écoutez, je me suis peut-être un peu trompé. Mais d'ailleurs, Intra Poufasa qui a fait une erreur, puisque Esteban Masson a recollé. Esteban Masson a recollé, le pilote franco-canadien a recollé, il est de nouveau dans la seconde, il va peut-être pouvoir bénéficier de l'aspiration. Alors, c'est bien joué. Esteban Masson qui est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Intra Poufasa qui a un problème. Pourquoi on ne montre pas Intra Poufasa qui a un problème où il est parti à la faute? Mais montrez-nous ça. Esteban Masson qui a fait le meilleur tour. Oui, mais montrez-nous la Campos de Intra Poufasa. Alors j'avoue, Nitram, désolé, mais là, oh purée, on parlait de lui justement, et Intra Poufasa, est-ce qu'il est au moins troisième ou non, mais il est quatrième. Et il a un problème. Voilà, non, c'est la... Non, il a pas de problème, il essaie juste de casser... Non, il a un problème, il a un problème. Ça va être fini pour Intra Poufazak, c'est la voiture blanche, du coup, au ralenti. C'est très très dur, et ça fait vraiment penser à... même souci que Isaac Adjar, voilà. Ça, c'est dommage, il n'y a pas tellement de casse mécanique, hein. Il n'y a pas tellement de casse mécanique, normalement, en Freca, en Eurocup, même en Formule 4. Mais c'est vrai que là, on en a eu une déjà en F4 avec Kinoa Lazari, et là, malheureusement, on en a eu une nouvelle avec l'ex-leader de la course, Tassanapol Intrapoufazak, qui va rentrer au stand, et voilà, t'aurais pas dû rigoler devant la F2 et Adjar, voilà. Euh, ouais, malheureusement, ça va être l'abandon, hein. Je vois. Non, non, ils vont essayer. Ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire à la voiture, mais de toute façon, il n'y a plus rien y a plus rien à espérer maintenant pour le pilote thaïlandais. Le doublé d'Eligny Masson, on en parle. Non, on n'en parle pas car c'est pas fini. C'est pas fini, il reste 17 minutes, mais c'est vrai que Esteban Masson a ouvert l'écart, hein. Il y a 3 secondes d'avance sur Regarde. Merci Cipix pour le follow, ça fait plaisir. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on serait sur un live assez exceptionnel avec une victoire d'Enzo Deigny et Esteban Masson pour le moment en tête.
pour l'instant, avec tout ça, oui, je pense qu'ils essaient de réparer la voiture, ou en tout cas de redémarrer la voiture, essayer de voir toujours rebooter la voiture. On ne sait jamais hein, sur un malentendu. Mais de toute façon, malheureusement, il va bientôt être à un tour et à partir de là, il n'y aura plus rien à espérer, même pas des points. Avec tout ça, ça met le pilote marocain Souleymane Zanfari, ça le remet dans les points. Alors je pense que Zanfari il aimerait bien par contre doubler des pilotes, ça serait des points un peu plus importants, des points un peu plus prestigieux. Euh, je sais pas s'il y a des Marocains, des Maghrébins dans le chat, mais en tout cas c'est rare, c'est rare. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir quand même que un pilote marocain qui est présent à un niveau de compétition, voilà, et qui a montré de belles choses en F4. Tiens, et Luciano Morano est fini en quelle position en F4? Il avait bien fini. Alors je vais essayer de te trouver les résultats. Je vais essayer de trouver les résultats, mais je pense qu'il était dans le top 20. Hein. Je pense qu'il était dans le top 20 et c'est solide. Hein. Enfin, c'est solide. C'est pas le crack générationnel, hein. C'est pas Enzo Dellini, c'est sûr. Mais Luciano Morano, pour l'instant, en F4 espagnol, c'est bien plus solide que tout ce qu'il a montré durant le reste de sa carrière. Donc, bah, ça progresse. Ça montre aussi d'ailleurs que Saint-Eloc est une très bonne voiture. Hein. Est une très bonne voiture, qu'ils ont réussi à réduire le gap avec les top teams très rapidement. Puisque voilà, des pilotes pas incroyables se retrouvent dans des bonnes positions. Donc c'est grâce à l'équipe, c'est grâce au pilote quand même, puisque Luciano Morano bat régulièrement son coéquipier Theodor Jensen, vainqueur d'une course en F4 danoise en début d'année. Et on revoit le moment où Tassanapol Intra Pouvazak se fait dépasser par un peu tout le field. Pas grand chose à dire, et puis voilà, bon. Ça ne repartira pas malheureusement pour le pilote thaïlandais. C'est dommage, mais vraiment, bah, c'est la course auto et parfois vraiment c'est injuste et ça vraiment on a eu la meilleure preuve avec Isaac Adjar. Malheureusement cette fois c'est un Thaïlandais et cette fois ça profite à un Français, Esteban Masson, qui a pris le meilleur tour et qui mène la course pour l'instant on serait sur un doublé exceptionnel des Français sur cet après-midi à Motorland Aragon. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, Motorland Aragon. Ouais, Aragon. Enfin, je sais pas. J'ai jamais entendu des Français dire parler du circuit. Ouais, Motorland. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, Esteban Masson est en tête et Sébastien Ogarde n'arrive pas vraiment à revenir. Sébastien Ogarde, pour ceux qui ne. Pourquoi Marie Boya a withdraw cette manche? Il y a la F3. Tout simplement, il y a la Formule 3, il est à Monaco en fait. Même si ça s'est pas super bien passé hein, ce matin, il a été impliqué malheureusement dans le grabuge du départ, où d'ailleurs il a été touché par Johnny Edgar, son coéquipier chez MP Motorsport. Donc bah, Marie Boya il est à Monaco. Il avait prévu de faire les deux manches, malheureusement, alors ça a été refusé. Ça a été refusé. La FIA ou la Fédération espagnole a refusé de lui donner l'autorisation pour faire ces deux manches dans deux circuits différents. Il voulait faire les allers-retours en hélicoptère. Euh, voilà, on ne sait pas qui a refusé, mais voilà, ça a été refusé pour des questions voilà, administratives, etc. Voilà, il y aurait pu avoir un remplacement. Il y aurait pu avoir un remplacement, même français, à Marie Boya de chez MP Motorsport. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Là encore pour des questions administratives, car c'est un pilote engagé en FRECA. Et malheureusement, la FRECA a des règles assez strictes qui empêchent pas mal les pilotes de faire des courses en FRECA et des courses en Eurocup 3. Ça aurait été possible, mais il aurait fallu s'y prendre plus tôt, etc. Donc malheureusement, ce pilote français n'a pas pu faire cette manche d'Eurocup 3. Et c'est bien dommage, car je pense vraiment qu'il aurait pu gagner, en tout cas jouer la victoire assez aisément. Quoi. Nick Gilles dans les graviers, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote DriveX? C'est dommage pour le pilote canadien, vraiment week-end très frustrant, comme je le disais. Alors j'avais pas fini mon propos, mais sur le Discord de Feeder Series, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Et safety car. Alors ça, pas bonne nouvelle pour Esteban Masson. Pour en revenir au pilote canadien, Nick Gilles, oui, il était très frustré puisqu'il avait fait les meilleurs 3e et 4e secteurs absolus.
Et donc, il s'est dit, ah bah, je dois être très bien placé si j'ai fait ça. J'ai dû faire un super tour, mais malheureusement, il a tout perdu dans le premier secteur. Enfin, dans le deuxième, pardon, dans le deuxième secteur où les DriveX galèrent énormément. Et malheureusement, il a dû se contenter de la huitième place en qualification. Et bah, malheureusement, ça s'enchaîne. Et donc, abandon. Alors, il y a dû avoir un contact hein, avec un pilote, peut-être Zanfari, peut-être Pingasov. Euh, Attention, relance de safety car quand tu es un leader français. Bah, pourquoi? Tu fais référence à qui? Puisque. Attends, j'essaie de réfléchir. Ça m'arrive pas tous les jours, donc quoi? Euh, mais oui, va falloir être très attentif. Surtout que voilà, Hogarth Braski, c'est sûrement, avec Boya qui n'est pas là, les rivaux principaux pour le titre pour Esteban Masson. C'est vraiment très 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 important pour Esteban Masson de garder cet avantage. Euh, Ça, c'est vraiment pas bon, parce que voilà, avec l'aspiration. euh, Ah oui, ce matin, c'est à la relance qu'Adjar perd son moteur. Oui, j'avais pas assimilé ça avec la relance de safety car, mais oui, 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 mais genre, enfin, c'est pas genre il a fait une erreur, il s'est mis dans le mur, ou alors il a spin, genre par exemple, genre, je me rappellerai toujours de Zayn Maloney qui fait un tête à queue tout seul lors de la relance de safety car, alors qu'il n'y a aucun problème mécanique en F3, c'était l'an dernier, et alors qu'il mène la course et il part, il fait il fait un tête à queue, il abandonne et c'est un peu la honte quoi. Mais oui, c'est vrai que malheureusement pour Isaac Adjar, ça n'avait pas porté chance de mener une relance de safety car. Euh, voilà, les commissaires qui arrivent enfin sur la DriveX de Nick Gilles. Ramener Adrien David, bah, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, mais Adrien David d'ailleurs qui a présenté son casque pour la saison 2023 sur Instagram. Bah, je sais pas à quelle occasion il pourra l'apporter, mais Adrien David qui est d'ailleurs présent à Spa-Francorchamps, qui est présent à Spa-Francorchamps aujourd'hui pour coacher les pilotes de R-Race de la F4 italienne. Voilà, il est pas sur la piste, hein, mais il est là. Ça va, alors, quand on est habitué à avoir regardé toute la journée avec la F1, la F2, la F3 à Monaco, et que tu vois les commissaires genre qui évacuent la voiture en moins de 30 secondes, on va revoir l'action. Surveiller donc la. Bah non, c'est pas cette action-là. Mais c'est l'action. D'accord, c'est une action qu'on a déjà vue et revue. D'accord, on nous montre. Ah, donc là, c'était Javier Sagrera, on l'a vu. Est-ce qu'on va voir pourquoi Nick Gilles est dans les graviers? Ou est-ce qu'on va. On revoit le dépassement de Pingasov. Non, ils veulent pas montrer ou. On voit la bataille entre les MP. Eh ben, on ne saura pas pourquoi Nick Gilles a perdu la voiture. Ça restera un petit mystère. Il en parlera sûrement sur Discord, hein. Il est très 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 loquace, hein, le pilote canadien. Oui, pour en revenir sur les commissaires, hein, quand on voit les commissaires de Monaco qui évacuent les voitures en 30 secondes et que là, bah, 3-4 minutes après le crash, il y a toujours la voiture qui est là, c'est pas pareil. Bon, évidemment, c'est pas le même niveau de professionnalisme, hein, Motorland Aragon pour une course de F3 européenne, bon, enfin, c'est pas le même niveau que pour. Pas le même niveau d'exigence que pour la F1. Ou même que pour le Grand Prix de Pau. Enfin voilà, pour les circuits urbains, les commissaires sont extrêmement, extrêmement efficaces. Là, on prend son temps, tranquille, tout va bien. Donc la safety car mène les 10 voitures qui sont en piste. À noter que Javier Sagrera a pris le meilleur tour. Alors il avait de l'air, il avait de l'air libre. Et donc il a pris le meilleur tour à Esteban Masson malheureusement. Tiens, n'y avait-il pas du karting ce week-end avec une pilote française? Ouais, il y a le championnat de France FFSA Junior de karting qui est en cours, hein. La finale sera demain. Il y a eu les premières manches qualificatives. Malheureusement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ou soit problème mécanique ou soit crash, mais malheureusement Lisa Billard n'a pas fini la première manche. Et voilà, donc c'est pas, voilà, elle partira pas devant hein, pour la finale, ça c'est sûr. Alors que la safety car s'en va, la safety car s'en va. Mais oui, voilà, on suivra le championnat de France FFSA Junior de karting de loin. Sur Twitter, on en parlera. Mais voilà, il y a Walter Schultz, pilote de 11 ans, qui a encore été très impressionnant. Voilà,
peut-être un nom à retenir en tout cas pour cette manche. En Auvergne, on revient sur l'Eurocup 3. Esteban Masson qui doit bien gérer la relance de safety car. Est-ce qu'il va atteindre le dernier moment? Je pense que c'est la meilleure chose à faire vu l'aspiration monstre qu'offrent ces voitures. Esteban Masson devrait attendre le plus longtemps, je pense. Est-ce que Braski, qui est troisième, va essayer de jouer le jeu d'équipe et de gêner Sébastien Ogarde, qui est chez MP Motorsport? On va voir. Est-ce que Masson relance maintenant? Oui, il a relancé maintenant. Il a relancé maintenant et malheureusement, Braski est totalement lâché. Hein. Braski est totalement sous la pression de José Garfias. Pardon. Esteban Masson, montrez-nous devant. Ça chauffe encore les pneus. Bon, écoutez, c'est une bonne relance de safety car de la part de l'ancien champion de F4 française, qui a même réussi à créer un petit écart sur le pilote danois Sébastien Ogarde. Pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Ogarde, c'est quand même un pilote assez sous-coté, qui avait roulé en Euroformula l'an dernier pour Van Amersfoort Racing et qui avait été le seul pilote de l'équipe à triompher face aux surpuissantes motoparks. Donc Sébastien Ogarde, il y a un talent, aussi vice-champion de F4 espagnol en 2021 du coup. Donc voilà, Ogarde un des favoris au titre, très clairement. Très clairement. Mais il n'a pas pu s'accrocher à Esteban Masson là sur la relance. Maintenant, Esteban, faut qu'il trace. Là, faut qu'il trace. Euh, il reste 5 minutes plus un tour. On a vu encore la Ogarde un peu large hein, sur ce virage-là. Esteban Masson qui apparaît au sommet de la colline. C'est vraiment un très bon restart, hein, je suis d'accord. Plus d'une seconde d'avance. Là, Ogarde, il a peut-être loupé son occasion de victoire là. Alors qu'on voit Javier Sagrera au stand qui abandonne. Alors, s'il abandonne, je ne sais pas si son point pour le meilleur tour est compté et je ne sais pas s'il est redistribué à Esteban Masson. C'est intéressant de vérifier ça puisque voilà, hein, Esteban Masson c'est un candidat déclaré au titre malgré son premier week-end très compliqué. C'est le moindre point pourrait être important face à Boya, face à Hogarth, face à Braski. Donc voilà, il y a une bataille là pour la dernière place, c'est encore entre Zanfari et Pingasov. Zanfari qui prend le meilleur, il garde la 8ème position en fait. Et, il reste devant le pilote russe sous licence espagnole qui est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein, Miron Pingasov, hein, qui aime bien se filmer en roulant à 200 km/h sur les autoroutes. Et bien évidemment, c'est illégal, hein, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, mais du coup voilà, Miron Pingasov qui marche dans les traces des plus grands. Amaury Cordil, Alessio Deleda, voilà. Et a priori, il semble avoir le même talent. Donc voilà, une grande carrière se dessine devant pour Miron Pingasov, le pilote de Palau Motorsport, actuellement dernier de la course, qui reste quand même proche hein, du pilote marocain Souleymane Zanfari. Oh là, c'est même Hogarth hein, Hogarth est vraiment en train de lâcher. Pardon, c'était. Non, c'était Garfias qui était en train de lâcher face à Braski. J'aimerais bien qu'on revoie un peu, qu'on voit un peu plus souvent la tête de course. Le voilà, Esteban Masson, le leader. Et non, c'est bien Braski qui met vraiment grosse pression sur Hogarth. Hogarth a dû faire une erreur, hein, il a perdu une seconde d'un coup. Francesco Braski est revenu vraiment dans les échappements du pilote danois. Et bah écoutez, ça c'est vraiment tout bénéf pour Esteban Masson qui va pouvoir s'échapper pendant que ça va s'écharper pour la deuxième place entre le pilote danois, entre le pilote italien. Il y a aussi José Garfias, le pilote mexicain de MP qui n'est pas loin. Sébastien Ogarde qui tente de couper l'aspiration. Ouais, ça partirait de loin hein, s'il y a une attaque. Ça partirait même de très très loin quand même. Mais c'est intéressant, oui, pour revenir un peu sur l'Eurocup 3. Alors certes, il n'y a que 12 voitures ce week-end, c'est pas beaucoup, je le concède aisément. Il y avait 16 voitures au premier round, mais voilà, au fil de l'année et surtout l'année d'après, l'année prochaine, il devrait y avoir de plus en plus de voitures. Il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment très 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 intéressées par le championnat, par la voiture. En fait, c'est surtout ça l'argument principal, je pense. Alors le calendrier est très sympa, hein, très international. La moitié des manches sont en Espagne évidemment, mais il y a plusieurs circuits de très grande qualité en Espagne. Et voilà, il y a aussi Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza, etc.
Euh, mais surtout, voilà, c'est la voiture vraiment qui a séduit tous les pilotes, les directeurs d'équipe, tout le monde. Vraiment, chez Tatus, ils ont fait un très bon boulot pour sauver l'immonde châssis de l'Africa. Mais donc voilà, il y a plusieurs équipes qui sont très intéressées pour garnir les rangs. La question, c'est est-ce que les pilotes vraiment suivront? Par exemple, un Enzo Dellini, qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine? Ça, on peut se poser la question. C'est peut-être un peu tôt. On est en mai, le gars gagne une victoire, on le voit déjà au-dessus, mais euh, ça va être intéressant de voir ce qui sera décidé hein, pour son avenir. Euh, Puisque voilà, enfin, l'Africa, l'Eurocup 3, le GB3 en Angleterre, il y a plusieurs options qui pourraient s'offrir à Enzo Dellini, qui ne pourra pas faire la Formule 3 FIA car il sera trop jeune, on le rappelle. Mais voilà, donc ça va être intéressant de voir à quel point ce championnat va grandir et à quel point ce championnat va pouvoir concurrencer l'Africa, parce que l'Africa c'est quand même là où il y a tous les meilleurs pilotes. Andrea Kimi Antonelli, Tim Tramnitz, Raphaël Camara, voilà, où les constructeurs F1 envoient leurs meilleurs pilotes juniors, leurs meilleurs pilotes, voilà, les meilleurs pilotes de leur académie. Il va falloir surveiller donc du coup l'ascension de ce championnat, mais c'est vrai que bon, euh, pour une première saison quand même, 12 voitures c'est pas si mal. C'est pas si mal, surtout quand on se rappelle d'où vient la F4 espagnole, qui avait commencé avec 6 voitures et qui aujourd'hui se retrouve avec, avec 32 voitures et qui est le championnat dominant de Formule 4 ce week-end, devant la F4 italienne. Alors qu'on attaque l'avant-dernier tour, il reste 25 secondes plus un tour. Sébastien Ogier qui arrive à tenir hein, Francesco Braschi. Alors c'était peut-être juste un effet visuel, mais j'ai l'impression que l'aileron arrière de Braschi était un peu tordu. Mais je pense que c'est peut-être juste ces nouvelles voitures de Rock Up 3, ce nouveau kit aérodynamique. On n'est pas encore très habitué visuellement à voir ces voitures rouler. C'est que le deuxième round, non, mais il y a un problème sur la voiture de Braschi, non? J'ai l'impression vraiment du côté droit que l'aileron arrière est un peu. Je sais pas, ou c'est. En tout cas, ça se voit pas sur les performances, hein, car Braschi met vraiment une pression monstre à Sébastien Ogier. D'ailleurs, Esteban Masson a récupéré le meilleur tour. Hein. Un des champions de F4 espagnol fait un peu tâche. Alors, c'est vrai. C'est vrai que dans la liste, il y a Amaury Cordil. C'était en 2018, ou. Ouais, 2018, je crois. Et c'était à l'époque où bah, la F4 espagnole était un tout petit championnat. On voit les pilotes contre qui il a triomphé, bah, on les connaît pas. Voilà. Ah oui, ça peut être un setup différent aussi. Mais non, en vrai, je crois que c'est les voitures qui sont comme ça, mais que je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Mais c'est vrai que ça ressemble à des petites F1, ces voitures. Et ça offre un spectacle quand même bien plus intéressant. Qu'est-ce que fout la grue là? Qu'est-ce que. Bon, c'était pas sur la piste, hein. Je pense que c'était juste une illusion d'optique. Merci, voiture sans roues pour le follow. Alors heureusement, ici, nos voitures, elles sont toutes avec des roues, avec 4 roues. Euh, Sébastien Ogier qui a l'air quand même de gérer, hein, malgré l'aspiration qu'il offre à Francesco Braschi. En tout cas, course tranquille hein, pour Esteban Masson. Alors, il reste un tour. Ne portons pas la poisse trop tôt. Mais Esteban Masson, là, il paraît parti pour remporter sa première victoire depuis octobre 2021. C'était en F4 française. C'était une autre époque. C'est une autre époque. C'était même avec les F4 ancienne génération. Donc ça commence vraiment à dater. Esteban Masson qui avait triomphé hein, de Maceo Capieto après un final controversé, on s'en souvient. Mais voilà, Esteban Masson, après une année très compliquée en Freca, il entame son chemin vers la rédemption. Il entame son chemin vers la rédemption, peut-être son chemin vers un baquet de Formule 3 en 2024. On sait que Esteban Masson est bien soutenu hein, quand même. Il a un manager influent, Didier André, un ancien pilote, qui sait placer son pilote dans les bonnes équipes, qui sait flairer les bonnes opportunités. Esteban Masson, qui se dirige du coup vers sa première victoire. Et c'est vrai que voilà, Masson et Intrapoufassac étaient au-dessus. J'ai même envie de dire qu'Intrapoufassac était encore au-dessus, mais, euh, mais après, peut-être que ça n'aurait pas tenu, hein, tout simplement. Peut-être que ça n'aurait pas tenu la distance. C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai que les deux ont montré des performances très impressionnantes aujourd'hui. Malheureusement pour Intrapoufassac, ce n'est pas concrétisé à cause de ce problème mécanique. Mais pour Esteban Masson, ça devrait l'être hein, d'ici quelques virages. Le franco-canadien, sous licence française évidemment,
Ce serait bien qu'on le montre à l'image, puisque là on montre les pilotes derrière, il n'y a pas vraiment de bataille, Braski est trop loin. Esteban Masson qui attaque la dernière ligne droite. On nous le montre pas, mais il attaque la dernière ligne droite. Et Esteban Masson, à 18 ans, va triompher et remporter sa première victoire en Eurocup 3 et lancer enfin sa saison. Il s'impose devant Sébastien Ogier et Francesco Braschi. Garfias et Del Pino sont dans le top 5. Ensuite suivent Sébastien Graveloon, William Karlsson pour la 8ème place et 7ème Souleymane Zanfari qui a pris le meilleur sur Miron Pingasov et William Karlsson 9ème. Il faut déplorer évidemment les abandons de Javier Sagrera, de Tasnapol Intrapourvasak et de Nick Gilks. Et bah écoutez, faut se faire des lives comme ça plus souvent. Hein. Alors certes, j'avoue, le début était un peu mal organisé comme live, mais c'est à cause de la F1 qui a tout décalé. Mais écoutez, victoire d'Enzo Deligny en Formule 4 avec meilleur tour. Victoire d'Esteban Masson en Eurocup 3 avec meilleur tour. Écoutez, on mange Gucci aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui non, on mange Gucci sur ce live. Le live précédent était un peu plus triste. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir, enfin, un peu de belles performances, françaises. Alors non, je ferai pas des lives sur la F4 d'Europe centrale. Quoique, j'ai failli en faire. J'ai failli en faire en avril dernier, car Enzo Deligny avait originellement prévu de faire ses débuts en F4 d'Europe centrale. En F4 d'Europe centrale. Au final, il n'y avait pas assez de participants, il avait préféré s'entraîner et faire de la F4 italienne, et il avait fait de très très belles performances avec plusieurs points pour une équipe très modeste. Donc non, normalement la F4 d'Europe centrale c'est pas au programme. Et oui, en plus de ça, la sublime 4ème place en qualification Esteban Ocon. Bon écoutez, je pense qu'on a bien compensé. Alors pour Isaac Adjar, je pense que ça doit lui faire une belle jambe. Mais côté français, c'est vrai que ça a quand même bien compensé hein, ce début d'après-midi catastrophique, on va pas se le cacher. Aussi côté espoir français, je suis obligé de parler pour ceux qui suivent le tennis du premier titre professionnel sur le circuit principal d'Arthur Fils, 18 ans, exceptionnel. Moi, je suis un grand fan en tout cas de ce joueur, énorme personnalité. Voilà, donc qui a triomphé à 18 ans, très prometteur. Voilà, il n'y a pas que en F1 que les pilotes français sont très prometteurs. Mais vous en faites pas, on va rester sur le sport automobile. Et voilà, se féliciter et célébrer cette première victoire d'Enzo Deligny, cette première victoire d'Esteban Masson. Écoutez, je sais pas si Wikipédia est à jour, mais on va peut-être essayer de voir au niveau des championnats les situations. Mais écoutez, c'était un live sympathique quand même. Franchement, 2 courses, 2 victoires françaises. Écoutez. Eh ben non, c'est pas à jour. C'est pas à jour. Très décevant. Très très décevant. Pour ceux qui veulent suivre le reste du week-end, je vais essayer de retrouver mon diapo de la... Ah attendez, on va quand même laisser, et montrer la célébration d'Esteban Masson. Esteban Masson qui se garde devant le numéro 1, ça devait lui manquer. Hein. Ça devait lui manquer. Hein. Après avoir dominé en F4 française, hein, quand même. Je sais pas pourquoi le live a coupé, c'est pas ma faute, hein, promis. Je suis innocent. Je suis innocent, mais bon, la télé espagnole c'est quand même compliqué hein, de manière générale. Bon, écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué, mais par contre, je vais vous repartager les horaires. Les horaires pour la journée. J'ai rien de compromettant sur mon ordi. Hein. Je voulais montrer du coup ceci. Oui, non mais non, pas ceci. Oh, Streamlabs. Je vais vous montrer les horaires pour la journée de demain. Je pense pas faire de live. Je pense pas faire de live pour la journée de demain, car aussi je dois reposer ma voix. Et puis aussi travailler un peu, l'air de rien. Je dois travailler un peu.
Non mais je sais pourquoi ça... Bah écoutez, c'est un peu dommage. Ah, Esteban Masson qui est souriant. Bah oui, il est souriant quand même. Félicité, est-ce que Didier André est là? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais félicité évidemment par Campos. Franchement, Esteban Masson, il revient de loin, hein. Il revient de loin, c'était vraiment pas sûr qu'il continue en monoplace. Et malgré tout, il a réussi à trouver les contacts, les financements pour continuer, pour se relancer dans un autre championnat. Et puis le voilà, tout simplement, le voilà tout simplement vainqueur de sa première course de la saison en Eurocup 3. On va remontrer les highlights. Alors, les highlights pour Esteban Masson, ils vont être assez rapides, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'était quand même la victoire de Tassanapol Intra Poufassak au début, mais un problème mécanique l'en a empêché. J'essaye de vous partager les horaires, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Là, on revoit, non mais on revoit cette action, c'était n'importe quoi. Trois pilotes sur un virage, aucun le prend. Mais je pense que c'est peut-être là que Braski a endommagé son aileron. Bon, écoutez, on saura peut-être ça jamais, mais bon. Bon, écoutez, je vais vous le dire à l'oral, puisque j'arrive vraiment pas à partager le PowerPoint. Désolé pour cette fin de live un peu compliquée. Évidemment, on a la course principale de Formule 3 à 8h du matin. Il va falloir être matinal. La deuxième séance de qualification de Formule 4 à 9h, suivie à 9h40 de la course principale de Formule 2. À 11h15, on aura la course 2 de F4 espagnol avec Enzo Deini qui partira deuxième, Théo Finel partira troisième. La course 2 d'Eurocup 3 à 13h05 et à 14h10, la course 3 de F4 espagnol. Et puis à 15h, évidemment, il y a une petite compétition aussi. Je crois que ça s'appelle le Grand Prix de Monaco de Formule 1. Donc voilà, ça va être une journée très sympathique en tout cas. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que la saison est lancée. Voilà, pour Enzo Dellini, pour Esteban Masson, pour Théo Finel, évidemment, c'est encore des gros points, donc c'est vraiment très positif. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. On était quand même pas mal, hein, pour la F4 espagnole. C'était sympa. J'essaierai de mieux organiser ça les prochaines fois. J'essaierai aussi de faire ça vraiment direct. Et puis évidemment, à 18h30, les 500 miles d'Indianapolis dimanche soir. C'est un week-end comme on les adore. C'est un week-end comme on les adore, n'empêche. Donc écoutez, voilà. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt sur Twitter, sur Twitch. Et d'ici là, je vous dis voilà. Bonne soirée. Salut.